Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un cas de disparition très connu, très énigmatique et qui, malgré le temps qui passe, fait toujours autant parler aujourd'hui et intrigue toujours autant. Il s'agit d'un cas unique en France, la quadruple disparition des membres de la famille Méchineau en 1972. Nous parlerons des faits, du contexte de la disparition, mais aussi de tous les éléments perturbants qui sont venus s'ajouter au dossier au fur et à mesure des années. Enfin, nous parlerons de l'avenir de ce dossier. Qu'en est-il aujourd'hui? Saurons-nous un jour ce qui a pu arriver à la famille Méchineau? Mais avant d'en discuter longuement dans la vidéo, on se retrouve avec la moi du passé pour vous parler du sponsor du jour. Donc je les remercie énormément, il s'agit aujourd'hui de CyberGhost VPN. Alors je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est un VPN comme son nom l'indique, et un VPN c'est quoi? C'est un réseau virtuel privé et ça vous permet de vous protéger contre les hackers et les sites malveillants. Vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je travaille à peu près partout, c'est-à-dire ça peut être chez moi, mais ça peut également être dans des cafés à Lyon ou dans les chambres d'hôtel à Paris parce que je me déplace très régulièrement à Paris. J'utilise beaucoup des Wi-Fi publics. Et vous le savez, les Wi-Fi publics sont assez peu sécurisés. Et grâce à l'activation de CyberGhost VPN sur mon ordinateur, je cache ma vraie adresse IP et mes données sont cryptées. Et donc je peux naviguer sur Internet en toute sécurité. En plus de la protection de vos données, vous pouvez débloquer des catalogues de plus de 40 services de streaming comme Disney+, Netflix et Amazon Prime, pour les plus connus. En gros, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez regarder le contenu que vous voulez, où vous voulez et quand vous voulez. Tout ça en vous connectant au serveur approprié avec de très haut débit. Ce qui est bien, c'est que le logiciel est très facile d'utilisation et il met un point d'honneur à ne pas partager vos données. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger plusieurs appareils, exactement jusqu'à 7 appareils. Et donc si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, comme environ 38 millions d'utilisateurs dans le monde, j'ai une super offre à vous proposer et vous pourrez découvrir cette offre en cliquant dans le lien qui sera en barre de description et en commentaire épinglé. Donc je vous propose 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. En plus, on a une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours et à côté de ça, un support client vraiment efficace qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ça peut vous rassurer si vous êtes vraiment frileux de ce type d'offre, c'est totalement sans risque. Donc n'hésitez pas à tester ce VPN. Moi je les remercie énormément de me sponsoriser aujourd'hui et on se retrouve juste après ça. Je vous fais rapidement un petit point. En effet, aujourd'hui, il s'agit d'un dossier dont vous avez très certainement entendu parler. C'est un dossier très médiatisé et qui, même après autant d'années, est toujours autant évoqué dans les médias. C'est un dossier qui m'intrigue énormément, j'imagine que vous aussi, d'autant plus que j'ai pu rencontrer quelqu'un qui a vraiment travaillé sur le dossier et qui a pu discuter avec certaines personnes directement en lien avec cette disparition et j'ai pu rencontrer cette personne grâce à mon travail associatif. Il s'agit de Laurent Valdiguier qui est journaliste d'investigation, qui a beaucoup travaillé dessus et qui en parle très bien dans un papier dans le journal Marianne qui date de 2 ans maintenant. Entre-temps, il y a quand même eu des mises à jour et surtout une mise en lumière d'une piste très intéressante dont je vais vous parler dans ma vidéo. Mais je vais essayer dans mon déroulé des faits d'être la plus exhaustive possible en espérant qu'un jour, assez proche, je l'espère, je puisse faire une vidéo de mise à jour définitive sur cette quadruple disparition. Nous sommes en 1972. C'est à Boutier-Saint-Trojan qu'habite depuis 3 ans la famille Méchineau, considérée d'apparence comme une famille
parfaite. Boutier-Saint-Trojan, c'est une commune du sud-ouest de la France, située à l'ouest d'Angoulême et proche de Cognac. La famille Méchineau est composée de 4 membres. La mère Pierrette qui a 29 ans, c'est une jeune femme appréciée de tout son entourage, elle est décrite comme belle, gentille, agréable et toujours tirée à 4 épingles. Elle s'occupait quotidiennement du foyer, mais c'est vrai qu'à côté de ça, on n'en sait pas vraiment plus sur qui elle était et ce qu'elle faisait. J'ai lu dans un article, alors bon, c'est pas très flatteur pour elle, mais je vous le dis quand même, qu'elle était considérée par certains proches, comme je cite, intellectuellement diminuée. Elle est mariée avec Jacques, donc son mari, qui lui a 31 ans et travaille à l'usine verrière Saint-Gobain. Aujourd'hui, c'est une usine qui s'appelle Verallia. Il travaillait dans des conditions assez dures. L'usine se trouve à une dizaine de minutes de route du domicile familial, à Cognac. Jacques, c'était un homme travailleur qui bossait depuis ses 14 ans et qui est également un très bon mécano qui répare des voitures pour arrondir ses fins de mois. Donc il les répare au noir. Il était issu d'une grande famille, donc d'une fratrie de 13 personnes, 13 enfants. Il était notamment proche de son jeune frère Jean-Paul, qui était un peu plus jeune que lui, et les deux étaient les derniers de la fratrie. Jacques aspirait à une vie simple, il était discret, ne buvait pas, ne fumait pas. Sa plus grande fierté était sans nul doute sa famille, et surtout ses 2 garçons, Eric 7 ans et Bruno 4 ans. On en sait également malheureusement assez peu sur ces 2 petits garçons qui étaient très jeunes, qui étaient à l'aube de leur vie et qui aimaient s'amuser et jouer comme tout enfant de leur âge. Ils étaient aussi remplis d'insouciance. C'est donc dans ce contexte assez succinct, je vous l'accorde, que nous arrivons au jour de la disparition de la famille Méchineau, à savoir la nuit du 24 au 25 décembre 1972. Comme vous avez pu le remarquer, ils disparaissent un jour assez particulier, c'est en effet le jour de Noël qu'ils vont disparaître. On est le 24 décembre 1972, les Méchineau passent l'après-midi avec des amis à eux, donc un couple d'amis, avec leurs enfants aussi. Il s'agit des Fontanillas. Les 2 pères se connaissent parce qu'ils travaillent ensemble à l'usine. Ils se retrouvent donc tous en soirée chez le couple Fontanillas, rue de la Plante à Cognac, pour fêter donc le réveillon ensemble. À partir de là, ou plutôt du lendemain, soit le lundi 25 décembre 1972, plus personne n'aura de nouvelles des 4 membres de la famille Méchineau. Pourtant, ce jour-là, ils devaient tous manger avec le plus jeune frère de Jacques, Jean-Paul, et France, son épouse. Mais c'est au tout départ quelqu'un d'autre qui va s'inquiéter de la disparition de la famille, donc le fils des voisins directs des Méchineau, un certain Maurice Blanchot. Vous allez voir, c'est un personnage qu'il faut retenir parce qu'il va rythmer tout le dossier pendant plusieurs années. C'est un personnage vraiment important dans l'histoire. En effet, Maurice va rapidement se poser des questions. Il voit que la voiture de la famille Méchineau n'est pas garée comme à l'habitude devant la maison, et ce depuis environ 2-3 jours. Cette maison qui se situe au 14 rue de Saint-Trojan, à Boutier-Saint-Trojan. D'ailleurs, les volets de cette maison, qu'on surnomme la maison aux volets verts, sont tous clos. Le linge reste étendu dans le jardin sans que personne ne vienne le retirer. Rien n'a bougé depuis qu'ils sont partis. Leur absence paraissant anormale, Maurice, qui possède un double des clés de cette maison, va rentrer une première fois dedans. Et là, il se rend compte que la maison semble figée dans le temps et surtout que le poêle est froid. C'est important parce qu'on est quand même en hiver et qu'il fait froid et que normalement tout le monde a son poêle allumé pour réchauffer les pièces. Tout le monde se connaît un petit peu dans la commune. Donc Maurice connaît en effet le beau-frère de Pierrette qu'il va chercher en lui disant qu'il est inquiet pour la famille parce qu'il ne l'a pas vu depuis plusieurs jours. Donc les 2 hommes vont revenir dans la maison des Méchineau ensemble cette fois-ci, et ils vont pouvoir observer à 2 que rien n'a bougé, que la famille ne semble pas être repassée à son domicile. En effet, quand ils entrent, ils remarquent tout de suite que c'est silencieux, la maison est vide, en tout cas il n'y a aucun membre de la famille dans la maison. Donc tout de suite ils remarquent qu'au rez-de-chaussée, dans les chambres des enfants et des parents, il n'y a rien qu'à bouger. D'ailleurs, il semble qu'aucun vêtement ne manque. Et en fait, dans cette maison, la pièce à vivre se trouve à l'étage. Donc ils vont monter. Là, ils vont se rendre compte, en effet, que le poêle est toujours froid. Ils vont se rendre compte aussi que
il y a le sapin de Noël et qu'au pied du sapin, il y a les cadeaux qui étaient destinés aux enfants. Ces cadeaux qui sont là et qui n'ont jamais été ouverts. Également, ils vont un petit peu fouiller. Ils vont se rendre compte que dans le frigo, il y a les denrées qui étaient prévues pour le repas de Noël, donc le 25, à savoir la dinde et aussi des huîtres. Ils vont trouver le chéquier sur ce frigo, le chéquier des parents, et également dans un tiroir, le livret de famille. Donc tout de suite avec ces éléments, on pense que la famille Mechino n'est pas repassée chez elle depuis qu'ils ont réveillonné le 24 au soir chez les Fontanias. Le beau-frère va rapidement prévenir la gendarmerie de Cognac en leur disant voilà, on a des membres de notre famille qui ont l'air d'avoir disparu. Donc de suite, les gendarmes ne vont pas prendre cette disparition au sérieux. Ils vont dire attendez, de toute façon, on ne peut pas faire de recherche avant 8 jours s'ils ne réapparaissent pas. Et ils ont très certainement dû partir en vacances. Cependant, et vous vous en doutez, si je fais cette vidéo et si en plus de ça vous connaissez déjà ce dossier, vous savez que les Mechino ne sont malheureusement jamais repassés chez eux. C'est finalement seulement le 6 janvier 1973 qu'on commence réellement à s'intéresser et à s'inquiéter de la disparition de la famille. Et notamment parce que Jacques, qui avait pris quelques jours de vacances, ne se présente pas à son travail, et c'est pas du tout dans ses habitudes, c'est un bosseur, et également que les deux enfants ne se présentent pas à l'école. C'est finalement le père de Jacques qui va en aviser les gendarmes de Cognac. Les enquêteurs vont donc se déplacer pour la première fois dans la maison de la famille Mechino. Ils vont se rendre compte que la famille est toujours absente, que rien ne semble avoir bougé depuis le 24 décembre, et ils vont constater également toujours la présence des denrées dans le frigo, et cette fois-ci elles sont périmées. Ils constatent également qu'il n'y a pas de traces d'effraction, de pillage ou de bagarre. Pour l'adjudant-chef Bossé de la gendarmerie de Cognac, une certitude. Il y a une certitude, c'est que la famille Mechino, en partant de Cognac, n'est pas repassée à son domicile. Et en plus, les jouets qui devaient être distribués aux deux enfants sont restés dans la pièce où ils avaient été déposés par leurs parents avant leur départ. Donc on va demander des informations aux Fontanias qui vont être interrogés parce qu'il semblerait que ce soit eux qui aient vu pour la dernière fois toute la famille Mechino. On les a trouvés comme d'habitude, ils s'amusaient ensemble, enfin, on n'a rien trouvé d'anormal. Et ils vous ont quitté ? Oh, il était 1h du matin. Et en partant, ils se dirigeaient donc normalement chez eux. Enfin, c'est ce qui vous a semblé. Oui, enfin, on a pensé qu'ils devaient partir chez eux, évidemment. Eux vont répondre et ils vont expliquer que tout leur semblait normal ce soir-là, bien que Jacques semblait un peu plus agité que d'habitude. L'ambiance était très détendue, la famille n'était pas pressée de repartir. D'ailleurs, ce qui avait un peu étonné Monsieur Fontanias, parce que tout le monde savait que lui devait reprendre le travail le lendemain matin à 4h. C'est finalement peu après 1h du matin qu'ils vont décider de rentrer, selon les dires des Fontanias. Ces derniers vont mettre en garde la famille Mechino, et surtout Jacques qui conduit. Attention, il y a un brouillard givrant à couper au couteau cette nuit-là, et c'est vrai qu'on n'y voyait rien à 3-4 mètres devant soi. Donc il fallait vraiment être prudent, même s'il y avait seulement 4 km qui séparaient le domicile des Fontanias de la petite maison du boutier de nos 4 disparus. Jacques va donc chauffer le moteur de sa voiture qui est une Simca 1100 de couleur grenat, immatriculée 544 JV16. Quand la voiture est chauffée, il va appeler le reste de sa famille pour ensuite repartir dans la nuit à un peu plus d'1h du matin. Selon les Fontanias, ils sont repartis de cette manière et c'est à partir de là qu'ils se sont évaporés et que plus personne n'a eu de nouvelles d'eux. Avec tous les premiers éléments qu'on a, finalement, on pense tout de suite à un accident tragique de la route et plus précisément une sortie de route, et on pense que la voiture a fini dans les eaux froides de la Charente. Alors la Charente, c'est un fleuve qui traverse Cognac et qu'ils sont obligés de traverser pour rejoindre leur domicile en empruntant un pont. En plus, à cette époque-là, c'était l'époque des hautes eaux du fleuve. Donc des fouilles vont être entreprises dans la rivière. Un hélicoptère de la protection civile survole les environs.
en vain. Mais au fur et à mesure qu'on parle de la disparition, il y a des rumeurs qui vont être amplifiées concernant le couple et la famille, et surtout concernant Pierrette, parce qu'il semblerait qu'elle entretenait une relation extra-conjugale découverte par Jacques, donc son mari, peu de temps avant leur disparition. En effet, il semblait que depuis quelques mois maintenant, Jacques était rongé par la jalousie. On note même que 6 mois avant la disparition, 6 mois avant les faits, il avait fait part de ses doutes à un proche lors d'une foire expo à Angoulême au printemps 1972. On a discuté entre frères et il m'a dit, tu sais, j'ai un petit souci avec mon épouse, si ça va pas mieux, je vais partir et jamais vous nous retrouverez. En plus de ça, au travail, il commençait à apparaître de plus en plus nerveux. Il avait même confié à un collègue de l'usine, je cite, quelque chose d'assez troublant. Si j'apprends que ma femme me trompe, tout le monde y passera. Il n'y aura pas de rémission. Je connais des coins. Là où j'irai, personne ne me retrouvera. À l'époque, ces menaces n'avaient pas vraiment été prises au sérieux. Au fur et à mesure qu'on en apprend sur cette disparition, puis sur finalement la face cachée de la famille parfaite et du couple qu'on pensait parfait, on va en apprendre très vite plus sur l'identité de l'amant de Pierrette. Et en effet, ce n'est autre que Maurice Blanchon, donc le fils des voisins directs des Méchineaux, qui habite à ce moment-là dans l'exploitation familiale, dont le jardin communique avec le jardin des Méchineaux, et il a également son propre domicile à quelques kilomètres de là. Il va rapidement être interrogé par les gendarmes, notamment sur ce point. Il va jamais nier sa relation avec Pierrette. Il va même donner un peu plus de détails. Il va dire que Pierrette et lui se sont rencontrés 3 ans auparavant, à l'arrivée de la famille Méchineaux dans la commune. À ce moment-là, Maurice, lui, avait 27 ans et était ouvrier viticole. Leur relation a très vite évolué en une relation adultère. Pierrette lui a demandé de lui tenir compagnie la nuit parce qu'elle était inquiète. En effet, son mari Jacques lui travaillait de nuit à l'usine et il partait de chez lui vers 20h. Et c'est donc dans ce contexte-là que Maurice avait le double des clés de la maison des Méchineaux. Il semblerait, selon les dires de Maurice, qu'ils ont entretenu leur relation secrète pendant 2 ans et ils semblaient tous les deux amoureux, selon encore une fois ce que nous a rapporté l'amant de Pierrette. D'ailleurs, il explique qu'une fois Jacques était rentré un peu plus tôt et qu'ils avaient failli se faire surprendre et qu'au dernier moment, Maurice avait pu s'enfuir pour retourner chez lui, sans que Jacques ne soit au courant de rien. À ce moment-là, les gendarmes sont persuadés que Jacques était au courant que sa femme le trompait avant la disparition. Par contre, il n'a jamais été évoqué s'il connaissait l'identité de l'amant. Il semble que non. En tout cas, pas de ce que l'on sait. Jacques semblait donc au fur et à mesure du temps de plus en plus renfermé sur lui-même. Il devenait aussi de plus en plus violent. Il y a de nombreuses disputes qui semblaient rythmer le couple, accompagnées malheureusement de violences sur Pierrette. Pierrette, elle de son côté, s'était confiée à sa sœur et avait expliqué qu'elle voulait se séparer de Jacques et qu'elle allait divorcer. Finalement, tout le monde au village semblait être au courant de cette relation extra-conjugale. Maurice avait dû aussi un petit peu en parler de son côté aux copains et dans tous les cas, il s'agissait vraisemblablement d'un secret de polichinelle. Cependant, j'ai quand même noté une contradiction, en tout cas quelque chose que j'ai peut-être pas bien compris, mais j'ai l'impression que je ne suis pas la seule à pas l'avoir compris. Il y a des contradictions dans les versions des uns et des autres. Il y a plusieurs personnes qui s'accordent à dire que Jacques semblait être au courant des tromperies de sa femme depuis déjà plusieurs mois, notamment 6 mois auparavant, il s'était confié par rapport à ça à un de ses proches au festival à Angoulême, ce dont je vous ai déjà parlé. Selon Maurice, il l'aurait seulement appris 1 semaine avant la disparition, le samedi d'avant les faits. Et Maurice lui explique qu'il était au courant que Jacques savait pour la relation extra-conjugale de sa femme, donc seulement le lundi, 2 jours après, soit 6 jours avant la disparition de la famille. Et le mercredi juste après, soit 3 jours avant la disparition, c'est là que Maurice explique qu'il a vu Pierrette pour la dernière fois à travers une porte-fenêtre. Il se rend compte à ce moment-là, selon ses dires, qu'elle aurait été
tabassée, elle aurait un œil poché et des marques de strangulation. C'est vrai que ça paraît très inquiétant. Il a pu échanger avec elle à ce moment-là et elle lui avait dit de ne pas s'inquiéter pour elle. Selon ce qu'il dit, elle a répété 7-8 fois la même chose. Surtout, ne t'inquiète pas, laisse-moi faire, mais surtout, ne t'inquiète pas. Le fait d'avoir appris cette relation adultère va permettre aux gendarmes d'ouvrir de nouvelles pistes, donc l'implication potentielle du père de famille dans la disparition de sa femme et de ses 2 enfants. Jacques a-t-il finalement disjoncté et a-t-il voulu se débarrasser de sa famille en les précipitant vers une mort certaine, soit en les précipitant dans la Charente, soit dans un coin que lui seul connaissait, comme il l'avait rapporté, comme je vous l'ai dit, à certains de ses proches. Donc, est-ce qu'il a finalement mis ces menaces à exécution? Là, on parle de la piste qui a été renommée dans les médias de suicide collectif. On peut penser à une piste un peu plus rassurante. Est-ce qu'il a voulu organiser la disparition de sa famille en changeant complètement de vie et en laissant tout derrière lui? Il se pourrait très bien que ce monsieur ait organisé une fuite provisoire pour se mettre à l'écart de son village, des relations qu'il avait jusqu'à présent, et pour organiser en quelque sorte une nouvelle vie. Cette hypothèse n'est pas à exclure a priori. Ou bien, on peut penser aussi, est-ce que la famille a fait une mauvaise rencontre sur le chemin du retour? On parle en effet ici de l'intervention d'une tierce personne. C'est d'ailleurs dans ce cadre que les gendarmes vont visiter Maurice et vont lui demander qu'est-ce qu'il faisait le soir de la disparition. Lui va expliquer qu'il réveillonnait avec ses parents, donc vraiment la maison juste à côté des Méchinots, et qu'ensuite il est reparti chez lui, donc à quelques kilomètres de là, pour passer la nuit à bricoler une boîte de vitesse. Donc il n'aurait pas été sur les lieux au moment de la disparition. Beaucoup de temps vont passer, des mois, voire même des années, et absolument aucun indice ne vient éclairer cette quadruple disparition. Donc aucune trace de Pierrette, de Jacques et de leurs 2 enfants, Éric et Bruno, ni même de leur voiture, ce qui est quand même assez troublant. En plus de ça, on se rappelle qu'en 1972, on n'était pas du tout connectés, donc les véhicules ne possédaient pas de GPS et ne parlons même pas de la téléphonie. On sait que le réseau routier était quand même assez conséquent, mais quand même assez peu fiable sur les petites routes. En plus de ça, le temps n'était pas du tout favorable la nuit de la disparition. On se trouve en campagne, donc il y a vraiment très peu de personnes qui peuvent apporter leur témoignage, sauf les voisins directs. Donc faute de pistes, c'est la famille des Méchinots, donc de Pierrette et de Jacques, qui a été visitée et interrogée sur plusieurs points, mais ça ne va rien apporter au dossier. Il faut savoir qu'il n'y a eu aucune information judiciaire ouverte pendant des dizaines d'années et finalement les gendarmes n'ont effectué que très peu de recherches au tout départ. Un officier de gendarmerie, Stéphane C, arrive à Cognac en 2001. Donc quand il arrive à la gendarmerie, il s'imprègne un peu des dossiers, puis il remarque un petit dossier de seulement quelques feuillets. C'est le dossier de la disparition des Méchinots. Puis il va vraiment être intrigué par cette disparition. Il va tout mettre en œuvre pour que des recherches plus poussées soient possibles. On parle de 30 ans après la disparition des Méchinots. Ce sera chose faite en 2010. Et ça a été poussé par un courrier du frère de Jacques, Jean-Paul. En effet, fin 2010, lui et sa sœur Annie écrivent au procureur d'Angoulême pour une histoire d'héritage bloqué à cause de la disparition. Le procureur va donc proposer de rouvrir le dossier et ce n'est qu'en 2011 que va pouvoir être mise sur pied une cellule d'enquête avec plusieurs enquêteurs. Donc cette cellule va s'appeler la cellule Brunerie 47, donc aux références aux 2 prénoms des 2 enfants disparus, Bruno et Éric, donc Brunerie, et de leur âge 4 et 7 ans, donc 47. Enfin, des recherches de grande envergure avec de vrais moyens vont pouvoir être lancées près de 40 ans après les faits, en novembre 2011. Une carte de tous les points d'eau d'intérêt a été érigée. Il y a des plongeurs qui ont dragué le fleuve et des sonars qui ont été utilisés. Également, toutes les carrières, gouffres et puits aux alentours ont été fouillés. Des spéléologues ont été réquisitionnés. Un géoradar est utilisé. Le géoradar, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est un appareil pour détecter des irrégularités
anormales au niveau du sol ou de surface ou des murs, et ça a permis de faire des recherches très approfondies sans malheureusement donner de résultats quant à la disparition de la famille. Donc on peut noter que grâce à ces recherches, une Porsche déclarée volée 20 ans auparavant a été retrouvée dans la Charente. Et par rapport aux carrières, il s'agit d'un endroit quand même très grand, c'est immense et il est assez difficile de se dire qu'elles ont toutes été exploitées. Cependant, un habitant de Cognac qui lui dit se souvenir très bien de cette nuit de 1972 où la famille a disparu, il se rappelle que le brouillard était tellement intense qu'il dit que c'est impossible que Jacques ait pu s'y déplacer avec la Simca jusque-là, et notamment à cause du brouillard givrant. Les gendarmes vont également fouiller sur indication très précise d'un corbeau, une propriété du coin. Le corbeau disait que les 4 corps des membres de la famille Méchineau se trouvaient au fond d'un puits sur une propriété, et au-dessus on pourrait y retrouver des pièces de la voiture de la Simca disparue. Il expliquait qu'une bagarre s'était déclenchée aux alentours de 3h du matin et que malheureusement toute la famille avait été tuée. Cependant, malgré les indications qui semblaient très précises de ce corbeau, on n'a retrouvé aucune trace de la famille au lieu indiqué. En 2012, il y a un cueilleur de champignons qui va faire une découverte qui va tenir tout le monde en haleine. C'est vraiment une découverte, vous allez voir, qui coïncide totalement. En gros, lui, il était parti dans la forêt de Mata à Courserac. C'est une forêt qu'il connaît bien. Donc là, c'était en octobre 2012. Il partait pour aller cueillir ses cèpes. Il sort d'un sentier et seulement à 3 mètres, il va apercevoir un squelette. Donc, au départ, il pense de suite à un animal, mais il se rend compte quand même que le bassin semble humain. Il dit que quand il voit les os, il s'aperçoit qu'il y a un peu de peau marron dessus, comme momifiée. Les ossements sont donc récupérés par la police scientifique et le médecin légiste est formel. Les différents ossements trouvés par le cueilleur de champignons, soit des ossements de la jambe, d'un bassin, et 7 vertèbres correspondent à des ossements d'un homme adulte. Et à côté de ça, il y a des fragments d'un crâne, plus précisément de la calotte crânienne d'un enfant âgé, selon les expertises de l'IGRCGN, de 7 à 13 ans. C'est vraiment troublant, surtout que ces ossements ont été datés d'une 40aine d'années. Tout semble correspondre à l'affaire Méchineau. En effet, en plus de l'âge des ossements qui correspond à la date de la quadruple disparition, et du fait qu'on retrouve un ossement d'un enfant du même âge que Bruno et les ossements d'un adulte, d'un homme adulte, on se retrouve en plus de ça au niveau géographique très proche du domicile des Méchineau, soit à 25 minutes environ, ce qui correspond à 22 km depuis leur domicile. À ce moment-là, il ne reste plus qu'à faire des comparaisons ADN. Donc tant bien que mal, les scientifiques ont réussi à extraire de l'ADN mitochondrial de ces ossements. Ils ont prélevé de l'ADN des membres de la famille des Méchineau, notamment de Jean-Paul, le plus jeune frère de Jacques, et les résultats sont formels. Il ne s'agit pas des ossements de la famille Méchineau. En tout cas, aucun des membres. Ce qui est quand même assez fou parce qu'il y avait une coïncidence géographique, de temps aussi et d'âge pour les ossements. Malheureusement, ou heureusement, selon le point de vue où on se place, ces ossements n'appartiennent pas aux Méchineau. Donc c'est une fausse piste. Mais ce qui est important de noter, je crois que on n'a jamais su à qui appartenaient ces ossements, ce qui est quand même assez fou. Ou alors, c'est une information qui n'a pas été médiatisée. Dans la foulée, quelque chose de fou va arriver. L'année d'après, en octobre 2013, une nouvelle découverte va estomaquer un peu tout le monde. Une voiture Simca 1100 de couleur grenat, donc totalement l'identification de la voiture des Méchineau, est découverte dans le lit de la Charente à hauteur d'Angoulême. Est-ce qu'on a enfin retrouvé la voiture des Méchineau ? Malheureusement, après de rapides vérifications, on se rend compte qu'il ne s'agit malheureusement, ou encore une fois heureusement, pas de la voiture des Méchineau. En effet, en plus des plaques d'immatriculation qui ne correspondent pas, on a un numéro d'identification qui est frappé sur le châssis de la voiture qui diffère également. Donc c'est vraiment deux découvertes
troublantes et qui coïncident à des éléments de la disparition de la famille, mais finalement qui ne correspondent pas. Donc il y a vraiment de quoi devenir fou pour la famille des Méchineau, qui à ce moment-là espère encore savoir ce qui s'est passé cette nuit du 24 au 25 décembre 1972. En 2014, il y a un propriétaire de Cognac qui va entreprendre des travaux sur sa terrasse. Lui, c'est rue de la Providence. Il découvre sous cette terrasse des ossements. Bon, très rapidement, on se rend compte que déjà, ça coïncide pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a 7 dépouilles différentes qui ont été découvertes, mais par acquis de conscience, on va quand même faire des analyses ADN. Évidemment, ça ne coïncide pas avec les Méchineau, puis ces 7 dépouilles sont datées de plus de 90 ans selon les analyses. On se rend compte que cet endroit recoupait un ancien cimetière mérovingien. Donc cette piste aussi a été rapidement écartée. À nouveau, les années passent et la famille commence à être complètement démotivée et les membres restants n'ont plus d'espoir. Seul Stéphane, donc le gendarme qui a repris le dossier dès 2001, y croit. Bien qu'il soit à la retraite depuis 2020, il est en quelque sorte la mémoire de ce dossier, parce que c'est un peu lui qui a tout repris depuis le début. Il a écrit une note de synthèse très précieuse qui contient notamment une centaine de procès-verbaux d'audition et de perquisition. C'est une longue note qui évoquerait notamment des pistes peu ou pas suffisamment suivi ou même fermé prématurément. Dans cette note, on a un peu son avis sur ce qu'il pense qui s'est déroulé cette nuit-là, mais il n'a jamais voulu détailler publiquement quel était son point de vue sur ce dossier. Donc par rapport à ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu comprendre du dossier, je pense avoir deviné son avis, alors je peux me tromper, mais je vous en parlerai en fin de vidéo. En 2020, donc oui là on arrive il y a maintenant 4 ans, soit 48 ans après la disparition, l'affaire rebondit de manière assez inespérée. On rouvre une deuxième fois le dossier après la réception d'une nouvelle lettre anonyme. Donc cette note, dont certains détails ont été révélés l'année dernière seulement, en 2023, par la presse, va amener les gendarmes de Cognac à se pencher sur Maurice Blanchon, donc l'ex-amant de Pierrette, qui à ce moment-là est alors âgé de 75 ans. Les détails de cette note, je vous en parlerai dans la partie hypothèse. Fin mai 2020, donc après la réception de cette lettre anonyme, des recherches sont réalisées dans la propriété du boutier de Maurice et sur l'un de ses terrains en bordure de la Charente, au pied du pont de Boutier. Donc ces recherches ont mobilisé un géoradar ou encore un tractopelle. Maurice va également être interrogé par les gendarmes. Des fouilles vont être réalisées dans la maison où il habitait avec ses parents. Les gendarmes étaient apparemment, selon ce qu'il a dit, à la recherche d'une lettre que Pierrette lui aurait adressée, lettre qu'ils n'ont pas retrouvée au domicile. Ils ont seulement retrouvé un vieux revolver rouillé. Ils avaient un petit tricycle sur 3 roues avec un cadran et normalement ils voyaient sous la terre 30 ou 60 mètres, je sais pas, juste soi-disant. Ils devaient chercher quelqu'un, je pense, je sais pas. La voiture et les occupants, je pense. Alors là, j'ai l'impression qu'ils ont l'air de m'accuser. C'est plus pareil. Pour venir tout saccager chez quelqu'un comme ça, je sais pas moi. À l'abri des regards, un atelier au centre de Boutier va être perquisitionné. On en parlera un peu plus dans la partie hypothèse. Donc, on apprend aussi très récemment, donc janvier 2024, que le pôle Colcaise de Nanterre, qui a été créé en mars 2022, comme je vous l'ai longuement répété dans plusieurs de mes vidéos sur cette chaîne, donc vient de s'emparer de ce dossier. Donc ce dossier va quitter la juridiction d'Angoulême pour être reprise par un juge spécialisé dans cette cellule de Nanterre. Donc ce qui fait du dossier de la disparition des Méchineau, donc les disparus de Boutier, le dossier le plus ancien traité par cette cellule. Toutes les recherches à ce jour qui ont été entreprises sont restées malheureusement vaines. Cependant, avec le temps, certaines hypothèses semblent de moins en moins plausibles, tandis que d'autres semblent un peu plus se dessiner. Et beaucoup de personnes proches du dossier ou qui ont vraiment travaillé en profondeur sur ce dossier ont leur propre opinion qui semble converger. Ils n'osent publiquement évidemment pas en parler parce qu'il manque des éléments accablants ou des preuves qui appuieraient
leur hypothèse privilégiée. Au tout début de cette quadruple disparition, plusieurs hypothèses avaient été avancées. Donc on avait la chute de la voiture dans la Charente, une tuerie familiale, un assassin et même un départ volontaire à l'étranger. Rien n'avait permis de privilégier une piste plutôt qu'une autre, mais aujourd'hui on va décrypter chacune de ces hypothèses avec toutes les informations qu'on a pu accumuler jusqu'en 2024. Dès le départ, on n'a aucun indice, aucune piste. En plus de ça, les conditions météorologiques sont vraiment défavorables la nuit de la disparition et font penser de suite à un accident, malheureusement une sortie de route vers les eaux froides de la Charente. En plus de ça, quelques semaines avant la disparition, une voiture avait été retrouvée dans la Charente avec à l'intérieur un squelette. Cependant, au fur et à mesure du temps qui passe, cette hypothèse semble tomber à l'eau, sans mauvais jeu de mots, désolé. En effet, des recherches approfondies ont été réalisées au fur et à mesure du temps, et notamment en 2011, qui ont permis d'ailleurs de retrouver des véhicules, mais aucune trace du véhicule de la famille Meschino. Je vous montre à quel niveau ces recherches ont été faites. On pense clairement que si la voiture avait été à ce niveau-là, on l'aurait retrouvée. C'est vrai que la piste accidentelle est, je pense, la piste la moins privilégiée par les enquêteurs et la moins plausible à ce jour. Il y a la piste du départ volontaire qui a rapidement été évoquée par les enquêteurs. En effet, on pense tout de suite que Jacques a pu vouloir s'éloigner, lui et sa famille, de leur commune de résidence, là où tout le monde semblait être au courant de l'adultère de sa femme. Donc peut-être a-t-il voulu aller refaire sa vie ailleurs pour pouvoir tourner complètement la page, même si cela signifiait tourner le dos à tous ses proches. En tout cas, Maurice, donc l'ex-amant de Pierrette, lui en est persuadé. La famille est partie en Australie et il ne cesse d'ailleurs de le répéter encore aujourd'hui. Alors pourquoi l'Australie ? Donc tout simplement parce que Jacques avait eu l'occasion à plusieurs reprises de voyager avec son entreprise. Il avait notamment pu se rendre en Espagne, en Italie, au Maroc et évidemment en Australie. C'est d'ailleurs ce dernier pays qu'il avait particulièrement apprécié et il avait déjà évoqué l'envie d'y habiter un jour. Donc pour les enquêteurs, ce n'est pas du tout la piste privilégiée au premier abord. En effet, dans un premier temps, on retrouve le chéquier et le livret de famille au domicile des Meschino. En plus de ça, on se dit partir dans des conditions météorologiques comme elles l'étaient le soir de la disparition, c'est-à-dire brouillard givrant et on ne voit rien à 3-4 mètres devant nous. C'est vrai que ça paraît assez peu probable qu'à ce moment-là, à 1h du matin, la famille ait décidé de changer complètement de vie. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, on retrouve les cadeaux des enfants au pied du sapin, donc ça paraît assez étrange qu'il n'ait pas récupéré d'affaires, ni que les enfants aient pu ouvrir leurs cadeaux avant de partir définitivement refaire leur vie ailleurs. Après, on n'est pas à l'abri que cette décision a pu être prise sur un coup de folie de Jacques qui était dans la voiture. Et en plus de ça, il semblerait, selon les dires de plusieurs proches des Meschino, que Jacques avait pas mal d'argent de côté en liquide, notamment de l'argent qu'il s'était fait quand il travaillait au noir. Apparemment, il a été évoqué une somme de 50 000 francs à l'époque en liquide, ce qui fait aujourd'hui, si on prend en compte l'inflation, l'époque, l'équivalent de 55 000 euros. C'est vrai que l'argent n'a jamais été retrouvé. Alors, est-ce qu'il l'avait sur lui au moment de sa disparition ? En tout cas, le compte en banque des Meschino a été vérifié et dans ce compte, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'argent, seulement de quoi payer un loyer. Il y a une autre personne qui y croyait à cette piste, à ce moment-là en 2010, j'ai pas eu d'autres informations depuis. Daniel Lamoureux, le beau-frère par alliance du frère de Pierrette, je sais pas si vous avez suivi, mais il expliquera, donc je vais le citer, leur voiture a été vue entre Angoulême et Cognac 1 an plus tard. Le portefeuille de Jacques a été retrouvé sur la place de Boutier plus tard. Alors, il y a une note quand même de la rédaction qui a été indiquée dans le papier où j'ai récupéré ces informations. En effet, il n'y a rien qui confirme ce qu'a dit ce fameux Daniel et c'est vrai que je ne l'ai vu nulle part ailleurs ces informations. J'ai pas l'impression que ce soit des informations crédibles.
Donc je préfère vous les dire ici, mais prenez-les avec des pincettes. Mais il va également dire qu'il croit savoir qu'un certificat de baptême au nom de l'un des 2 enfants a été demandé à la paroisse de Saint-Jacques à Cognac au début des années 80 en vue d'une communion. Et il dira, je cite, l'adresse mentionnée, c'était à Pouzog en Vendée. Encore une fois, des informations qu'on a vues nulle part ailleurs. Ces informations ont été transmises à l'époque au frère de Pierrette qui aujourd'hui est décédé. Et il semblerait que personne n'ait vérifié cette piste-là. En tout cas, en 2010, au moment où l'article a été écrit. Alors, il semble cependant et logiquement qu'avec les réouvertures 2 fois de ce dossier à la suite de cet article, il y a dû avoir les vérifications faites adéquates à ce qui a été dit par Daniel. Et qu'à mon avis, ça n'a rien donné parce que sinon on ne serait pas là encore aujourd'hui à en parler et à attendre une résolution de cette quadruple disparition. Mais par contre, ce qui est un peu plus logique, c'est cette histoire d'avoir disparu en Vendée, parce que c'est vrai qu'il y a un lien entre Jacques et la Vendée. Et juste avant la disparition, soit le mercredi et le jeudi, Jacques avait fait un aller-retour à chaque fois là-bas pour aller visiter un ancien copain de régiment. À ce niveau-là, on peut voir le lien avec la Vendée, mais c'est tout ce qu'on a et on n'a pas d'autres informations sur tout ce qui a été énoncé par ce fameux Daniel, donc je pense que c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Comme quoi la voiture aurait été aperçue 1 an après, comme quoi le portefeuille de Jacques aurait été retrouvé, et qu'aujourd'hui il aurait fait une demande de certificat pour une communion d'un de ses enfants. J'avoue que c'est très étrange et je pense pas vraiment que ce soit significatif et vérifiable dans ce dossier. Mais comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment être la plus exhaustive possible, donc je préfère vous donner toutes les informations que j'ai pu récolter. Après, cette piste de disparition volontaire, ce serait la piste finalement la plus positive pour la famille, même si elle s'apparenterait quand même à de la manipulation de la part de Jacques pour garder le contrôle sur toute sa famille, et surtout en obligeant en quelque sorte sa femme de rester avec lui, parce que sa femme est dépendante financièrement de lui finalement, et ce contre son gré. Donc on se retourne rapidement vers l'hypothèse criminelle qui peut être appréhendée à ce jour de plusieurs manières. On va parler de la théorie au départ qui a été très rapidement évoquée par les gendarmes, celle d'une tuerie familiale orchestrée par le père de famille Jacques. En effet, on pense que le mobile de cette tuerie familiale, si tuerie familiale il y a eu, serait la relation adultère de Pierrette. On pense que Jacques a pu envisager, donc dans un accès de folie, de se débarrasser de sa famille, bien que tout le monde s'accorde à dire qu'il adorait vraiment ces 2 garçons. Après, c'est pas la première fois que ça arrive. Certains hommes, lorsqu'ils sentent que leur famille, entre guillemets, idéale leur échappe, que leur femme veut se séparer, veut demander le divorce, ou encore que quelque chose à l'intérieur de la famille leur échappe complètement, ils sont capables du pire en pensant que si le schéma qu'ils se font de la famille parfaite vole en éclats, ils ne veulent pas que les membres de leur famille évoluent, vivent sans eux, on va dire. Ils préfèrent les tuer et mettre fin à leur jour derrière. Ce sont malheureusement des faits divers qui sont quand même assez communs et assez triste. Je pense notamment là en tête à un ami d'enfance de mon mari qui s'est fait tuer par son père parce que sa femme voulait divorcer. Il a également tué sa femme avant de mettre fin à ses jours. Mais dans les dossiers les plus connus, on peut penser à l'affaire Roman, qui est tristement célèbre, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, que je vous mets ici. Ce fameux Roman, donc le père de famille qui a tué tout le monde autour de lui parce qu'il se sentait acculé et que les choses lui échappaient, c'est le seul survivant. Et il y a également la fameuse affaire de Ligonnès. Le Ligonnès, lui, c'est différent aussi puisqu'il a tué toute sa famille, on ne sait pas pourquoi, et c'est le seul à ne pas avoir été retrouvé. En tout cas, quand je dis il a tué toute sa famille, il est très fortement suspecté d'avoir tué toute sa famille. Bon, dans les 2 cas que je viens de vous citer, il est quand même important de noter une grosse différence avec la famille Michino, c'est-à-dire que les corps des membres des familles respectives de Roman et de Ligonnès ont été retrouvés. Est-ce que c'est dans ce contexte que Jacques a voulu réaliser un suicide collectif? A-t-il voulu se débarrasser
de sa famille dans un lieu que seul lui connaissait et qui est encore aujourd'hui introuvable. Au départ, on a pu penser qu'il avait précipité sa famille dans la Charente, mais après avoir fait toutes les vérifications au fur et à mesure des années, on est presque sûr que ce n'est pas le cas. Si on parle un petit peu de Jacques, on sait qu'il était quand même assez fier, orgueilleux et plutôt jaloux, et qu'il n'aurait très certainement pas supporté que sa femme le quitte, en plus de l'avoir trompé, et il ne supportait clairement pas sa position d'homme cocu. Il a été dit par un proche de la famille que Pierrette, je cite, aimait les mini-jupes, alors que son mari de caractère jaloux et renfermé tenait essentiellement à ce que ce soit une fée du logis. Donc on est vraiment sur une autre époque et heureusement qu'on a évolué quand même depuis. On peut imaginer qu'une dispute aurait éclaté dans l'habitacle de la voiture lorsqu'ils étaient en train de revenir chez eux après avoir réveillonné chez leurs amis, et peut-être qu'à ce moment-là, Pierrette avait fait part de son envie de divorcer à son mari. Et c'est là que Jacques aurait pris cette décision d'en finir. En plus de ça, on sait qu'il avait été déjà violent avec sa femme, donc peut-être qu'il l'a à nouveau été cette nuit-là. Aujourd'hui, cette piste ne peut pas être refermée, elle est encore totalement plausible. En plus de ça, si on se base sur les paroles assez glaçantes qu'il avait eues quelques temps avant leur disparition, on est légitime de penser que le père de famille ait pu passer à l'acte. Pour rappel, bon, je cite ce qu'il avait dit à un collègue de l'usine: « Si j'apprends que ma femme me trompe, tout le monde y passera, il n'y aura pas de rémission, je connais des coins, là où j'irai, personne ne me retrouvera. » Donc dans le contexte, c'est vrai que c'est glaçant. Et je trouve aussi qu'il est important de noter la date de la disparition, qui ne semble pas anodine, donc ils disparaissent la nuit de Noël. Il y a quand même pas mal de passages à l'acte qui sont faits à des dates avec des significations importantes, comme passer du temps en famille, et là vraiment la signification de la famille, de l'amour entre les membres de sa famille. Donc ça peut être des déclencheurs, ça peut faire remonter des émotions, des remords, des regrets, ou ça peut mettre en exergue des choses qui ne vont pas dans notre vie ou des choses qui ne vont pas dans notre famille, si on parle de ce cas précis. La piste de la tuerie familiale, c'est pas la seule piste criminelle envisagée ou qui est explorée. En effet, on peut penser légitimement à l'intervention d'une tierce personne, donc une personne, comme je vous disais, du cercle de connaissances ou même d'un proche des Méchineau. Dans toutes les affaires de disparition de ce type, il est important de se pencher sur les dernières personnes qui ont été en contact avec les disparus. Et là, on pense de suite aux amis chez qui ils ont passé le réveillon, les Fontanias. Alors, bien qu'ils semblent de bonne foi, finalement, on n'a que leur version pour savoir à quelle heure ils ont pris la voiture, à quelle heure ils sont partis et dans quelles conditions. En plus de ça, le domicile du couple n'a jamais été perquisitionné, et de toute façon, au départ, cette disparition n'avait pas été prise au sérieux. Alors, si la famille Fontanias avait des choses à cacher, ils auraient eu clairement au moins jusqu'au 6 janvier pour cacher les éléments, et puis de toute façon ils n'ont jamais été inquiétés dans ce dossier, donc leur domicile n'a jamais été perquisitionné ou même fouillé. Il ne s'agit que de simples spéculations parce que, comme je viens de vous le dire, la famille n'a jamais été inquiétée dans ce dossier, même récemment en tout cas de ce que l'on sait, mais il est quand même légitime de se poser des questions parce que ce sont les dernières personnes à avoir vu les 4 membres de la famille Méchineau. Alors il y a une autre personne qui revient finalement tout le temps dans ce dossier, qui a apporté des éléments importants pour la compréhension, le contexte, le timing, également comme les Fontanias, mais en fait on ne peut se baser que sur son témoignage et pas sur des éléments concrets. Toujours comme les amis chez qui les Méchineau ont réveillonné avant leur disparition. Il s'agit évidemment de la version de Maurice, l'ex-amant de Pierrette. Et on peut se poser une question: pourquoi cette obstination toujours à dire que les Méchineau sont très certainement partis en Australie? Et d'ailleurs, qui a pu vérifier l'alibi qu'il a donné aux gendarmes, comme quoi il était à quelques kilomètres de là le soir de la disparition et qu'il était en train de bricoler, de faire de la mécanique? Personne finalement ne peut le faire à part lui-même. En plus de ça, cette lettre anonyme de 2020 dont je vous ai parlé un peu plus tôt et dont finalement l'auteur a pu être identifié, apportait des précisions assez troublantes qui ont permis quand même que les enquêteurs, 48 ans après la disparition, fassent des perquisitions et des recherches poussées, et notamment dans des endroits appartenant à Maurice. Donc clairement, il reliait cette lettre avec
potentiellement l'implication de Maurice dans la disparition des 4 membres de la famille Méchineau. Et c'est seulement en 2023 qu'on va en apprendre un peu plus sur le contenu de cette lettre anonyme. C'est la Charente Libre qui a publié ces informations. Et c'est vrai que c'est en 2023 qu'on apprend que ça fait 3 ans que les enquêteurs travaillent sur une piste dans l'ombre, une piste bien précise. Donc cette piste, c'est celle d'un homme bien connu des services de police fin des années 90. C'est un homme que tout le monde décrit comme un peu rustre, une force de la nature, et tout le monde dit, en parlant de lui, je cite, il ne fallait pas le faire chier. Cet homme qui dans cet article a été surnommé Claude, mais qui s'appelle pas comme ça, est décédé cependant en 2019. Donc cette lettre est écrite par un homme qui va rapporter des informations que son père lui avait rapportées à l'époque. Donc son père, qu'on va appeler Monsieur X pour que ce soit plus simple pour vous pour comprendre, voulait acquérir un chai. Alors désolé si je le prononce mal, je savais pas ce que c'était, donc c'est là où se déroule apparemment la vinification. Une locataire qui connaissait X avait un chai à lui proposer qui se trouvait à Boutier. Il faut savoir que cette locataire, c'était l'ex-femme de Claude, le fameux homme qui est mort en février 2019. Et bien que ce chai appartienne bien et soit au nom de son ex-femme, lui, il en abuse complètement et il est même sur les lieux alors qu'il n'a pas du tout à y être. Quoi qu'il en soit, Monsieur X, donc le père de celui qui écrit cette fameuse lettre anonyme, va quand même acheter ce chai. Donc clairement, il n'a pas du tout fait une bonne affaire parce que à ce moment-là, même s'il l'a eu à bon prix, il a de suite des ennuis avec Claude et Claude va lui faire des menaces, il va lui interdire, alors que c'est le propriétaire, de venir sur les lieux, il va le menacer de mort et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'ex-femme de Claude va parler et va dire à Monsieur X, je cite, « Mon ex-mari est dangereux, il y a très longtemps, il a fait disparaître une famille. » Donc finalement, Monsieur X a eu super peur, il dormait plus sur ses 2 oreilles, il regardait toujours derrière lui quand il marchait dans la rue, et il a acheté, pour se protéger, une arme. Donc effectivement, il a préféré revendre ce chai dans lequel il n'a jamais mis les pieds, et il l'a revendu à Claude pour 3 fois moins cher. Pourquoi je vous parle de ça? Quel est le rapport? Les enquêteurs, en fait, ils ont mis en lumière que Claude, qui est originaire de Cognac, vivait bien à Boutier en 1972, donc l'année de la disparition des Méchineau. Et ils ont surtout établi qu'il était très ami avec Maurice. Lui, quand on parle de Claude, Maurice va dire, je cite, « On était copains, mais il n'a rien à voir là-dedans, j'arrête pas de vous dire que les Méchineau sont partis en Australie. » On apprend finalement que, vous savez, ces recherches qui ont été faites en 2020, qui visaient clairement Maurice, donc les terrains de Maurice qui ont été soulevés à la tractopelle, tout ça, en fait c'était une sorte de diversion. Parce qu'au même moment, je vous disais qu'au centre-ville, il y avait un atelier qui était fouillé, et bien cet atelier appartenait à Claude. Et ça a été fouillé beaucoup plus discrètement. Donc il y a eu ces recherches qui ont été faites, impasse Grande Rue, dans cet atelier au centre de Boutier. Et il y a un élément assez troublant qui est ressorti de ces recherches. Donc je vais vous citer l'article parce qu'il l'explique très bien. Ils y ont trouvé une partie centrale, anormale, rebétonnée, selon les analyses au début des années 2000. Au début des années 2000, je vous le rappelle, c'est là que le gendarme a repris le dossier et a commencé à un petit peu plus fouiller ce dossier-là. Comme si on y avait creusé un trou avant de le reboucher. Au même endroit, un puits n'a pas pu être sondé. Bon, on apprend aussi dans cet article que Claude possédait un autre atelier du côté de Saint-Sulpice de Cognac. Donc clairement, ces recherches nous ont fait comprendre qu'à ce moment-là, les gendarmes cherchaient des corps. Et en effet, ça coïncide avec l'intitulé de l'information judiciaire ouverte en 2019, qui est recel de cadavres. Est-ce que Maurice sait quelque chose? En tout cas, est-ce qu'il en sait plus que ce qu'il nous dit depuis le départ? Est-ce que c'est lui qui aurait demandé de l'aide à son ami pour se débarrasser de la famille Méchineau? Est-ce qu'il l'aurait même peut-être payé pour faire ça? Mais alors dans quel but et quel aurait été son mobile? Donc ici, encore une fois, on peut faire que spéculer, ça reste des hypothèses, on reste au conditionnel, mais si on peut imaginer un scénario, moi je l'imagine comme ça, on peut dire qu'en gros, Pierrette aurait mis fin à sa relation avec Maurice après que son mari ait découvert qu'elle le trompait. Maurice a pu avoir du mal à le supporter, à supporter cette séparation et aurait voulu se venger en attendant le retour de la famille devant chez eux la nuit de Noël. Il y a pu avoir une altercation qui a très mal tourné ou alors un guet-apens
qui était organisée pour faire croire à une disparition volontaire. Donc on peut imaginer l'implication ici de Claude qui a aidé à faire disparaître du coup la famille et la Simca. Maurice, donc je pense à ces 50 000 francs, Maurice aurait potentiellement pu du coup subtiliser ces 50 000 francs, parce qu'en plus de ça, je vous le rappelle qu'il avait la clé, le double des clés de la maison, et il aurait pu peut-être payer Claude avec cet argent, et potentiellement d'autres personnes impliquées. Et ensuite, il aurait quand même eu du temps pour préparer sa version, parce que cette disparition a été prise en compte assez tardivement. Bon, alors à nouveau, je précise que ça c'est un scénario inventé, aucun élément ne vient appuyer ce que je viens de vous dire, mais ça reste un des scénarios probables. Mais on peut imaginer toutes sortes de scénarios. Ce qui est important de noter quand même, c'est qu'il y a eu des contradictions entre la version des uns et la version de Maurice, et notamment, il y a quelque chose qui a été noté dans un des articles que je trouve intéressant. En effet, Maurice dit avoir vu le mercredi, donc 3 jours avant la disparition de la famille, le visage tuméfié avec un œil poché de Pierrette qui du coup se serait fait violenter par son mari. Pourtant c'est un point qui n'a pas été confirmé par les Fontanillas qui l'ont vu donc 3 jours après ce mercredi. Un autre témoignage vient appuyer l'implication potentielle de Claude dans la disparition des Méchino. En 2004, il y a une correspondante locale pour Charente Libre, donc le média, donc c'était vraiment les débuts des années 2000. Cette correspondante s'appelait Christine Gilles, elle était vraiment passionnée de cette affaire et sur place elle avait fait beaucoup de recherches, elle avait enquêté, récolté pas mal de témoignages, interrogé les habitants. Et elle avait été menacée par celui qu'elle appellera au départ l'inconnu de Cognac. Dans son manuscrit qu'elle va faire, elle va le décrire physiquement et elle va expliquer qu'il l'a abordé dans un bar, le bar des Platanes de Boutier. Il lui aurait dit à ce moment-là, je cite, « Arrêtez, il y a des histoires qu'il ne faut pas remuer pour ne pas avoir d'ennui ». Donc clairement, des menaces à peine dissimulées. Elle n'avait jamais pu l'identifier à ce moment-là, mais c'est vraiment très récemment qu'elle a pu apercevoir la photo de Claude et elle a immédiatement reconnu l'homme qui, au début des années 2000, l'avait menacée. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose assez intéressant. Je ne sais pas ce qu'il en est de cette piste, si elle est encore exploitée aujourd'hui, mais en tout cas on n'a pas eu de nouvelles informations depuis dessus. Pendant longtemps, la famille Méchino survivante s'est battue pour faire avancer le dossier. Malheureusement, donc, la maison des Méchino a été un peu laissée à l'abandon et les affaires de la famille ont été revendues aux enchères. Et plus le temps passe, c'est un dossier qui a plus de 50 ans maintenant, plus les personnes qui ont connu les Méchino et qui étaient proches du dossier, malheureusement, s'éteignent petit à petit. Aujourd'hui, du côté de Jacques, donc le père de la famille Méchino, il ne reste plus que Jean-Paul, son frère, qui ne souhaite plus vraiment s'exprimer sur le dossier, en tout cas au niveau des médias, tout simplement parce que cette disparition, ça a fait énormément de mal dans sa famille. Il a pu s'exprimer quand même quelques fois et la dernière fois qu'il l'a fait, c'était à travers le documentaire Au bout de l'enquête traitant de cette disparition et diffusé en 2023. Maurice de son côté, lui, est apparu assez souvent dans tous ces documentaires, dans les médias et il maintient toujours sa version des faits, son témoignage, également son hypothèse. Il est persuadé que les Méchino sont partis refaire leur vie en Australie. Aujourd'hui, l'affaire des disparus de Boutier est un cas unique dans les annales judiciaires françaises. C'est le seul cas en France où, après la disparition d'une famille entière, aucun des corps n'a été retrouvé, ni la voiture avec laquelle ils sont disparus. Et on ne dispose d'aucun témoignage ou du moins aucun indice qui permettrait d'orienter les enquêteurs vers telle ou telle piste. Cependant, comme je vous le disais, chaque personne ayant travaillé sur ce dossier de près, je veux dire, et qui a côtoyé les personnes entourant cette disparition, ont leur petit avis et j'ai l'impression que cet avis converge à chaque fois vers la même hypothèse. Je pense notamment, comme je vous le disais, au gendarme qui a repris l'enquête en 2001, Stéphane C, qui n'a jamais partagé publiquement son avis sur ce dossier, faute d'éléments. Moi, de mon point de vue et de mon ressenti, je dirais ici qu'il s'agit très probablement d'un dossier criminel, mais après j'ai jamais vu le dossier d'instruction donc je peux complètement me tromper. Et je pense que certaines personnes n'ont pas tout dit
concernant ce qui entoure la disparition de la famille Méchineau, ou en tout cas certaines personnes ont aidé à maquiller la vérité pour arriver aujourd'hui à avoir presque réalisé le crime parfait. Ce n'est que mon avis évidemment, et j'espère me tromper lourdement. Aujourd'hui, il faut espérer que la prise en charge de ce dossier par le pôle spécialisé Cold Case de Nanterre amène un regard nouveau sur le dossier et puisse enfin apporter des réponses à ce dossier tristement célèbre. On peut également espérer que si crime il y a eu d'une tierce personne, là où les personnes impliquées se confient avant de passer l'arme à gauche, afin de clore ce dossier qui est resté bien trop longtemps ouvert. Là aujourd'hui ça fait 52 ans que la famille Méchineau a disparu sans laisser de traces. Comme me l'a rapidement confié Laurent Vadliguet, avec qui j'ai pu échanger sur ce dossier et que je vous ai présenté tout à l'heure, à part obtenir des nouveaux éléments directement de là ou des personnes impliquées ou même des proches de ces personnes potentiellement impliquées, on ne sait pas si l'enquête va pouvoir repartir ou non. Aujourd'hui, si les membres de la famille Méchineau étaient encore en vie, Jacques aurait 83 ans, Pierre aurait 81 ans, Eric aurait 59 ans et Bruno 56 ans. Je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo. J'ai essayé d'être la plus exhaustive possible. C'est vraiment un dossier qui nous intrigue tous, un dossier de disparition français. Il est vraiment hors norme parce qu'on parle de la disparition entière d'une famille dans des conditions plus que troublantes. C'est pas une disparition en pleine journée avec des affaires qui ont disparu, des valises qui ont disparu et de l'argent qui a été retiré. Là on parle quand même de disparition dans des conditions très suspectes. Voilà, donc j'espère que je vous ai appris des choses sur ce dossier, j'espère qu'on aura rapidement des informations, que Jean-Paul aura enfin des nouvelles avant malheureusement qu'il s'éteigne à son tour. Et moi je vous dis à très vite pour une vidéo un petit peu différente, vous allez voir. C'est une nouvelle catégorie de vidéos de ma chaîne YouTube que je vais appeler Justice pour. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.